Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous continuons et terminons aujourd'hui la leçon qui s'intitule Les grandes révolutions techniques de l'information. Nous en étions restés au petit 2 du grand 2 qui s'intitulait L'âge d'or de la radio. On passe au petit 3, un nouveau média dominant, la télévision. Et pour bien l'étudier, on commence par une vidéo. Regarder la télé sur son smartphone, une révolution impensable il y a 70 ans. Quoique, en 1947, on imagine l'avenir. Puis, on fera des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information. Dans le métro, on lira le poste du voisin par-dessus son épaule. Et la rue présentera un singulier spectacle. Ah, elle a fait rêver la télévision lorsqu'elle est apparue. Date de naissance, le 14 avril 1931. Ce jour-là, première démonstration publique de la radiovision. L'assistante de l'inventeur joue les animatrices, comme le montre cette reconstitution. Je suis dans le noir absolu. On m'a demandé de faire quelques gestes susceptibles de vous faire apprécier la finesse de l'image qui s'inscrit sur le radioviseur placé devant vous. Les conditions de réalisation sont rudimentaires. Une des premières vedettes du petit écran se souvient. On avait donné les lumières. Ah, alors là, mon martyre commença. Je peux affirmer que j'ai eu véritablement un avant-goût de l'enfer. J'avais l'impression de fumer, j'avais l'impression que ma cervelle allait se mettre à bouillir et mes yeux me brûlaient au point de rendre illisible le texte qui avait été préparé. Il s'agit quand même d'un miracle technologique. Qui dit miracle, dit intervention du pape. C'est Pie XII. Nous attendons de la télévision des conséquences de la plus haute portée par la révélation toujours plus éclatante de la vérité aux intelligences loyales. Que penses-tu de la télévision? Que c'est amusant, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. En 1950, un poste de télé coûte 2 mois de salaire. Il y en a à peine 4000 dans toute la France. Les villageois de Nogentelle se cotisent pour en acheter un. Et lorsqu'un beau jour, les habitants de Nogentelle virent arriver une camionnette qui débarqua un matériel barbare, ils se demandèrent réellement à quoi pouvait bien servir cette espèce de perchoir aux pigeons que l'on dressait vers le ciel. Le grand soir arriva. Vraiment, la télévision, c'était quelque chose. La télévision, tout le monde en parle. En 1963, arrive la deuxième chaîne. Est-ce que le choix des programmes entre première et seconde chaîne provoque des discussions et qui est-ce qui décide? On fait un petit panaché des programmes, on regarde la moitié de l'un, la moitié de l'autre. Parce qu'en principe, j'ai 3 enfants plus ma femme, alors moi, quand j'élève la voix, c'est moi qui commande. Au BEPC la même année, le thème imposé est « Bienfaits ou méfaits de la télévision ». Qu'ont répondu les élèves? Au point de vue culture, c'est très bon. La télévision est très bonne parce qu'elle procure aux adultes la possibilité de connaître les endroits où ils n'ont jamais été. Et vous, monsieur? La télévision, oui, malgré les dangers que ça comporte pour les yeux et pour les nerfs. Si vous voulez réussir à vos examens, achetez et regardez la télévision. 1er octobre 1967. Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite. Habillés tout en noir, les officiels nous présentent la télécouleur. Vous qui, maintenant, nous voyez tels que nous sommes, vous cesserez très vite, je le sais bien, d'être sensible à la magie de la chose. En 1968, il y a 10 millions de postes. La télé a envahi les foyers français. Dans les décennies suivantes, les chaînes payantes et gratuites se multiplient. Canal+, la chaîne de télévision payante, fait ses premiers pas. Dès ce soir, 20h30, la 5 à l'antenne. Le petit écran a perdu sa magie, mais ça aussi, les pionniers de la télé l'avaient prévu. Vous saurez maintenant, en me voyant, qu'aucun mystère n'entoure mon apparition. Voilà, donc grâce à la vidéo que vous venez de voir, on va pouvoir établir 2 flèches dans ce petit 3. Dans la première, on va montrer, et c'est pour ça qu'on commence par ce diagramme, en quoi la télévision se diffuse progressivement au sein des foyers français, notamment à partir des années 1950. Alors certes, dès 1935, on a une première chaîne qui est créée, mais son audience, comme celle d'ailleurs du premier journal télévisé qui est créé en 1949, est encore extrêmement faible. Alors ça s'explique par le fait que, vous le voyez, à l'époque, les ménages français possèdent encore très peu de téléviseurs chez eux. Mais vous le voyez à travers ce diagramme, le taux d'équipement en téléviseurs des foyers français augmente considérablement au fur et à mesure des années, notamment dans les années 50, 60, 70.
Alors certains progrès techniques vont en plus permettre à ce média de devenir de plus en plus agréable pour les Français, entre autres, notamment l'apparition de la couleur à partir des années 1967. Et puis ça devient véritablement un média de masse puisqu'on peut suivre certains grands événements mondiaux, par exemple le premier pas de l'homme sur la Lune en 1969, évidemment les Jeux Olympiques, etc. Notre seconde flèche, elle nous permet justement d'expliquer en quoi la télévision reste, c'est notamment le cas en Europe, en général dans les mains de l'État. C'est-à-dire il y a un véritable monopole de l'État sur les chaînes, s'il en existe plusieurs, ou la chaîne, lorsqu'il n'en existe qu'une. Donc en France, on a encore, notamment sous De Gaulle, un État qui est très présent sur les programmations. Et par exemple, De Gaulle utilise beaucoup la radio, mais encore plus la télé, pour s'adresser directement aux Français lors de discours, lors de conférences de presse qui passent à la télé, à la radio également. Et il crée d'ailleurs un office de la radio et la télévision française qu'on appelle ORTF. Et cet ORTF est totalement dans les mains de l'État, évidemment. Donc les programmes à l'époque qui passent à la radio et bien sûr à la télé restent complètement dans les mains de l'État. Il y a un véritable monopole. Alors, il va falloir attendre véritablement dans les années 70-80 une toute petite déréglementation, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir déjà l'ORTF qui éclate en 3 chaînes, TF1, Antenne 2 et France Région 3, d'où FR3. Et puis c'est vraiment dans les années 80 où on va avoir des chaînes privées qui vont apparaître en France avec notamment Canal+ et TF1. On va pouvoir passer maintenant à notre grand 3 qui s'intitule La révolution dans l'accès à l'information. Et on passe tout de suite d'abord à un petit 1 qui s'intitule Un nouveau média singulier et qui va parler d'Internet. Regardez la vidéo qui suit. À 2 pas de la bourse et de l'agence France Presse, voici le café le plus branché. À la carte, soda, sandwich et Internet. Ici, on embarque pour un voyage virtuel tarifé, 60 francs de l'heure. L'heure du village global. On navigue en direct dans tous les ordinateurs du monde. Pratique de l'anglais indispensable. Cours d'initiation tout à fait recommandé. GIF, ça veut dire Graphic Interchange Format. On a cherché à visiter l'abbaye de Cluny, mais je sais pas si c'est disponible, on n'arrive pas à trouver. En fait, moi, je chercherais plutôt une espèce de librairie avec des références de disques. J'ai pas l'air de trouver pour l'instant, mais je continue à chercher. Premier contact décevant, mais courage, les habitués disent qu'on apprend vite. Moi, par exemple, pour certaines rubriques que je fais dans certains journaux, c'est une mine d'or extraordinaire. Par exemple, je ne sais pas si je peux citer, dans Max, il y a une rubrique qui s'appelle Cyber, enfin, la cyberculture, donc la culture un petit peu. Donc je vais tout le temps chercher des choses sur Internet et on trouve des choses complètement incroyables, quoi. Tout commence en 1973 avec Talkomatic, un chat permettant de converser entre plusieurs utilisateurs. Cependant, il ne pouvait gérer que 6 groupes de 5 personnes en même temps. En 1979, Usenet introduit le concept de forum en permettant de poster des messages textuels dans des groupes de discussion. En 1988, IRC, Internet Relay Chat, rend possible l'envoi de messages instantanés et le partage de fichiers dans des groupes ou entre 2 personnes. En 1997, 6degrees.com permet à ses utilisateurs de créer un profil, publier, écrire à ses contacts et étendre son réseau social. L'ancêtre de Facebook en somme, le site marque les débuts de la globalisation des réseaux sociaux sur Internet. En 2003, c'est la création de LinkedIn, un réseau social permettant de mettre en contact des professionnels. Ici, on met en avant son CV et ses expériences de travail. La plateforme est rachetée en 2016 par Microsoft. En 2004, Mark Zuckerberg, étudiant de 20 ans, fonde à Harvard le site The Facebook pour permettre aux étudiants de l'université de rester en contact. Très vite, le réseau est étendu aux autres universités américaines, puis dépasse les États-Unis pour devenir une plateforme mondiale ouverte à tous dès 2006. Ici, on partage des messages ou des photos sur son mur, visibles par tous ses amis. En 2006, un œuf éclot à San Francisco. Un drôle d'oiseau en sort, baptisé Twitter, le premier réseau social de microblogage. Limité à 140 caractères à ses débuts, les messages peuvent aujourd'hui en atteindre 280. Le site a popularisé le concept de hashtag ou mot dièse en français. On dénombrait en 2018 environ 500 millions de tweets envoyés chaque jour. En 2009, 2 anciens ingénieurs de Yahoo décident de créer une application pour remplacer les SMS, WhatsApp, racheté par Facebook 5 ans plus tard.
En 2010, un ancien élève de l'université de Stanford crée Instagram, une application pour smartphone dont le concept repose sur le partage de photos et de vidéos. Cette innovation lui a valu son succès actuel. Enfin, en 2011, Snapchat voit le jour grâce à 2 étudiants de l'université de Stanford. Décidément, les universités américaines semblent être de véritables berceaux à réseaux sociaux. L'application Snapchat connaît rapidement un très fort succès, surtout chez les plus jeunes, grâce à sa simplicité d'utilisation et la dimension éphémère des contenus partagés. Aujourd'hui, on dénombre 2,62 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux, soit presque une personne sur 3. Les principaux réseaux sont originaires des États-Unis, mais d'autres réseaux sociaux spécifiques à un pays existent, comme la messagerie, qui compte en Chine plus d'1 milliard d'utilisateurs. C'est absolument renversant de se dire qu'aujourd'hui, on est à un clic de pouvoir communiquer avec presque n'importe quelle personne sur Terre. Donc grâce à cette vidéo, on va tout de suite pouvoir commencer par notre première flèche où on va expliquer que Internet est apparu dans les années 90 et clairement il a révolutionné l'accès à l'information. D'ailleurs, dans l'histoire des médias de communication qu'on est en train de retracer, c'est le média qui a eu une croissance la plus forte et la plus rapide. Alors, on peut le voir à travers la part qui est évoquée dans votre première flèche. Dans les années 2000, on compte 14% d'internautes sur la planète et on voit qu'aujourd'hui, on est aux alentours de 85% d'internautes. Alors évidemment, ça change tout et particulièrement dans les années 2000 avec l'apparition d'un web social, un web 2.0 qui permet désormais d'interagir notamment sur toute l'information. Vous allez pouvoir commenter, diffuser, relayer des informations, évidemment ce qui peut poser certains problèmes dans la fiabilité des sources. Aujourd'hui, le développement des smartphones, des tablettes, permet aussi à tout le monde de pouvoir diffuser une information qu'ils vont souvent trouver gratuitement, qu'ils vont trouver partout et à tout moment dans le monde. Donc, la diffusion de l'information devient mondiale, devient ultra rapide. Par contre, je le rappelle, il y a un véritable souci désormais de vérification lié aux sources et évidemment, ça fera l'objet d'un cours qu'on verra un petit peu plus tard en HGGSP qui concernera les fake news, évidemment les théories du complot, etc. On passe à notre petit 2 qui s'intitule « L'ère d'Internet » et on va voir à quel point les médias sont aujourd'hui obligés de coexister. Alors notre première flèche par contre nous demande de comprendre en quoi Internet crée une véritable concurrence. Alors on le voit bien à travers ce diagramme, dès l'apparition d'Internet et notamment dès l'apparition du Web 2.0, on voit que le temps passé sur Internet notamment pour rechercher des informations prend totalement le pas sur les autres médias. Alors forcément les médias traditionnels doivent s'adapter. Alors la plupart d'ailleurs des médias traditionnels ont aujourd'hui un site internet, une application qui permet de diffuser du contenu directement via le web. Donc vous avez peut-être vous-même des applications de presse écrite, des applications de radio, des applications de chaînes télé sur vos téléphones et qui utilisent clairement les atouts des smartphones et d'Internet. Alors un exemple qui est assez parlant, alors vous ne connaissez peut-être pas ce journal qui est le Washington Post, mais en fait dès l'apparition d'Internet, il a décidé de rendre son contenu disponible sur le web. Et tout a changé pour lui puisqu'on est passé de 10 000 lecteurs à 400 000 lecteurs annuels à partir du moment où il a publié son contenu en ligne. Alors, si on doit maintenant conclure cette partie par une seconde flèche, on va forcément évoquer désormais la concurrence entre ces médias. Alors, les médias traditionnels, on l'a vu, doivent s'adapter, mais clairement, les médias qui sont apparus au XXe siècle, à savoir la radio, la télévision, réussissent à coexister avec Internet puisque par l'intermédiaire du net, la radio, la télévision n'ont plus de limites géographiques et elles peuvent être écoutées, vues dans le monde. Donc vous avez peut-être fait cette même expérience lorsque vous voyagez dans un pays étranger et que vous regardez la télévision française via une application sur votre smartphone. Alors on ne peut pas en dire autant de la presse imprimée qui, elle, clairement a souffert de l'apparition d'Internet, même si elle a tenté de s'adapter en publiant davantage de contenu directement en ligne. Donc pour conclure cette leçon qui traitait des grandes révolutions techniques de l'information, je voulais simplement terminer par ce diagramme qui vous montrait aujourd'hui la façon dont l'information est transmise, notamment chez les 15-34 ans. Et je pense que vous pouvez le constater par vos usages personnels. On voit bien que ce sont les réseaux sociaux qui clairement aujourd'hui vont être privilégiés pour aller chercher l'information, là où par exemple la presse, magazine papier ou en ligne souffre terriblement de l'apparition de ce web et notamment de ce web 2.0. Avec lequel elle a beaucoup de mal à exister et coexister notamment puisqu'elle est clairement en concurrence. Voilà, j'espère que cette leçon a été claire pour vous. Vous aurez un quiz qui arrivera en milieu de semaine prochaine. N'oubliez pas de faire celui que je vous ai envoyé sur la première partie de leçon et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.